Dans ce journal, nous nous rendrons à New York pour prendre part à l'ouverture du débat général de la 69e Assemblée générale de l'ONU. 24 heures après le sommet mondial sur le climat, le président Alassane Ouattara était présent à cette cérémonie d'ouverture. C'est aujourd'hui que s'est ouvert à Paris le Salon des professionnels du tourisme Topresa. Cette 36e édition du Salon est un rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme et la Côte d'Ivoire y prend part. Il devrait accueillir quelques 30 000 visiteurs. Et puis, la Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique de Maracana qui s'est tenue à Niamey au Niger. Les champions d'Afrique sont de retour. Ils sont en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite à New York où le secrétaire général de l'ONU a procédé ce matin à l'ouverture du débat général de la 69e Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs d'État se sont succédés à la tribune pour livrer leur message, essentiellement autour du thème central de la rencontre. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était présent à cette cérémonie d'ouverture. Suite de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, après le sommet mondial sur le climat, place ce mercredi 24 septembre 2014 au débat général. La cérémonie ouverte par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a vu se succéder des chefs d'État pour livrer leur message. Message généralement autour du thème central, à savoir un programme transformateur de développement pour l'après 2015. La présidente de la Fédération du Brésil, Dilma Rousseff, à l'instar d'autres personnalités, a saisi l'occasion pour évoquer la maladie à virus Ebola, se prononçant surtout pour la proposition de l'ONU d'établir une mission onusienne pour la lutte contre cette épidémie. Présent à cette cérémonie d'ouverture du débat général, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui-même appelé à prendre la parole vendredi. Mais en attendant, il a trouvé sur place au siège de l'ONU l'occasion de recevoir des personnalités et c'est avec le président de la commission de la CEDEAO qu'il a entamé ces échanges. Nous savons que beaucoup de dossiers de la CEDEAO ont progressé grâce à son leadership et à sa vision. Et je tenais à lui réitérer ses remerciements. Et en plus de cela, je lui ai fait le point de la lutte que notre région engage actuellement contre cette épidémie d'Ebola. Et j'ai saisi l'occasion pour le remercier la Côte d'Ivoire d'avoir fait une contribution importante au Fonds régional de lutte contre l'épidémie. Et nous nous activons actuellement, à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé, à organiser la réponse régionale à cette épidémie qui menace non seulement la santé, mais également les économies de nos États membres. Après Désiré Kadri Ouedraogo, le président Alassane Ouattara a reçu son homologue du Ghana, John Dramani Mahama. Les deux personnalités ont sans nul doute évoqué la question bilatérale et pourquoi pas sous-régionale. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Toujours à New York, le président Alassane Ouattara a annoncé l'adhésion pleine et entière de la Côte d'Ivoire au mécanisme mis en place lors des négociations intergouvernementales au sein de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Prononçant un discours hier lors du sommet mondial sur le climat, le chef de l'État a affiché son ambition, celle de lutter contre le réchauffement climatique. On reste avec notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Abolin. Le sommet mondial sur le climat, thème ayant marqué cette journée de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République de Côte d'Ivoire intervenant sur le sujet a indiqué que la Côte d'Ivoire entendait promouvoir les énergies propres et renouvelables afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte de l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius. Mon pays, la Côte d'Ivoire, subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique à travers la dégradation de ses côtes et l'avancée de la mer sur le continent. À travers aussi de graves inondations cette année qui ont occasionné des pertes en vie humaine, l'avancée des zones arides et la perte d'environ 200 000 hectares de forêt chaque année. Nous devons réagir à la hauteur de la menace et tracer la voie d'un accord contraignant au sommet de Paris en 2015. Ainsi, mon pays adhère pleinement aux mécanismes mis en place lors des négociations intergouvernementales au sein de la Convention cadre des Nations Unies
pour le changement climatique. Il adhère par ailleurs au cadre d'action de Hyogo 2005-2015 qui invite les pays à rendre les communautés et l'environnement plus résilients face aux catastrophes. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la Côte d'Ivoire a créé la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Au mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts, en abrégé REDD+, qui traduit notre volonté de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, mais surtout à la restauration de notre couvert forestier fortement dégradé ces dernières années. Les énergies renouvelables représenteront 5% de la puissance installée en 2015, 15% en 2020 et 20% en 2030, grâce au développement de l'énergie solaire, de la biomasse et de la petite hydroélectricité. L'efficacité énergétique sera portée à 20%. La part de l'hydroélectricité, grâce à l'extraordinaire potentiel du pays, va augmenter considérablement avec la mise en service du barrage hydroélectrique de Soubré dans le sud-ouest de 75 MW à l'horizon 2018 et l'achèvement en 2019 de 7 barrages hydroélectriques d'une capacité cumulée de 954 MW. Ainsi, la part de l'hydroélectricité dans le mix énergétique représentera près de 40% à l'horizon 2025-2030. La Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code d'électricité qui encourage la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et met l'accent sur l'efficacité énergétique. Aussi, autre perspective, la Côte d'Ivoire envisage de s'engager dans l'initiative cacao carboneutre ou cacao déforestation zéro d'ici 2017. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire crée en 2012 un programme national relatif au changement climatique chargé d'élaborer un plan national d'adaptation au changement climatique. Enfin, mon pays a adopté la loi d'orientation sur le développement durable et pour soutenir ces efforts, nous sollicitons la mise en place d'un fonds pour financer l'accès aux énergies renouvelables buy down. La Côte d'Ivoire est déterminée à jouer sa partition dans la protection de notre planète tout en assurant son développement économique. Mon pays entend prendre part à l'effort collectif pour inverser la dangereuse trajectoire du réchauffement climatique. Dans cet effort, les principaux pollueurs doivent aller plus loin dans leur initiative, mais aussi dans le financement de l'adaptation et le transfert des technologies en direction des pays en développement. Pour le président de la République, le but est de rééquilibrer le mix énergétique national dominé à 75,5% par les énergies fossiles, en augmentant notamment la production des énergies propres et renouvelables. Alassane Ouattara et Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique chargé de l'éducation auprès des Nations Unies, ont eu une séance de travail aujourd'hui. Les deux hommes ont parlé d'appui financier au système scolaire ivoirien. L'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, l'éducation pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est à cette fin que le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré en marge de la 69e Assemblée générale de l'ONU ce mardi 23 septembre 2014 l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, actuellement en charge de l'éducation auprès des Nations Unies. Une séance de travail d'environ 1 heure d'horloge entre la partie ivoirienne et celle de l'ONU. Il ressort de cette rencontre que l'ONU va s'engager à soutenir les efforts des autorités ivoiriennes pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un système éducatif performant, voire compétitif. Le président veut rendre l'école obligatoire, il veut même faire voter une loi. Mais avant,
il a décidé de réunir ses partenaires afin de réfléchir sur le financement de ce vaste programme. Et il faut savoir que ce programme prend en compte la construction de plus de 4000 salles de classe du primaire déjà 2015-2016. Et c'est un programme qui s'étend sur 9 années, je dirais. Et c'est un programme qui va concerner la construction de plus de 30 000 salles de classe. Et pour ce faire, chaque année, ce serait plus de 4 000 salles de classe qu'il faudra construire au niveau du primaire. Et il faudra construire plus de 1000 lycées et collèges au niveau du secondaire. Et le président a pu avoir le soutien du Premier ministre Gordon Brown, qui a décidé de mobiliser des partenaires bilatéraux afin d'aider la Côte d'Ivoire. Pour les autorités ivoiriennes, le système éducatif doit se donner les moyens nécessaires en vue de pouvoir prendre en compte tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sans exception, en rendant l'école gratuite et obligatoire, comme le veut le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara. Après cette rencontre et toujours en marche de la 69e Assemblée générale de l'ONU, le président Alassane Ouattara a échangé avec la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, puis avec le responsable du NDI, Jérôme Kofi Abola. Première personnalité à être reçue par le président Alassane Ouattara en ce lundi 22 septembre 2014, en marge de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Madame Linda Thomas Greenfield, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Le chef de l'État et son hôte ont évoqué la situation sanitaire nationale et sous-régionale au regard de la maladie à virus Ebola qui sévit dans certains pays voisins de la Côte d'Ivoire et les moyens à mettre à disposition pour y faire face. I just had a very good meeting with President Ouattara. J'ai eu une très bonne rencontre avec le président Ouattara. We talked about the situation domestically in Côte d'Ivoire. La situation en Côte d'Ivoire. And we also discussed the situation Nous avons aussi in the discuté region, de la situation de la région, especially as it relates to notamment Ebola. en ce qui concerne la crise de l'Ebola. And the president's concern that we ensure Nous that avons parlé we de la take into préoccupation account qu'a le président, what is happening in qu'il faut Côte tenir d'Ivoire, compte where they have de not ce qui had a se case. passe en Côte d'Ivoire par rapport à l'Ebola, où il n'y a eu pas That we un seul pay cas attention d'Ebola, to mais il est nécessaire néanmoins de savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de rester vraiment sur les aguets parce que c'est très près des pays qui sont vraiment affectés. S'agissant de la seconde rencontre, elle a permis d'échanger sur la présence en Côte d'Ivoire du National Democratic Institute, en abrégé NDI. Le responsable de cette structure, reçu par le chef de l'État, a dit avoir saisi l'occasion de cette rencontre pour souligner, une fois de plus avec le président Alassane Ouattara, l'importance de cette présence du NDI en termes de contribution au processus électoral. Il était important que je vienne m'informer des tout derniers développements auprès de son Excellence le Président de la République, solliciter aussi ses conseils sur la façon dont le NDI pourra continuer à apporter sa contribution. Effectivement, nous suivons la mise en place de la commission électorale indépendante. Nous en avons parlé avec le président de la République. On se réjouit du fait que les conversations se tiennent toujours entre les responsables des différents partis politiques. Et notre souhait, c'est que le consensus qui avait été retrouvé après la mission du NDI puisse demeurer afin que la commission puisse vraiment commencer son travail. M. Christopher Foumounio a ajouté que c'était un grand honneur que le président Alassane Ouattara puisse lui accorder un peu de son temps en dépit de son calendrier très chargé en le recevant à son hôtel. Ici, à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé plusieurs audiences. Il a d'abord reçu Olivier Bouygues, avec qui il a évoqué le développement des activités de Foxtrot en Côte d'Ivoire. Jean Kakou Diago, lui, est allé faire le point des activités du groupe NCA et de ses projets au Premier ministre. Puis le chef du gouvernement a reçu Noël Douré, le président du conseil d'administration du Palais de la Culture. Le point avec Hugues Veblé. Le directeur général délégué du groupe Bouygues, Olivier Bouygues, a évoqué avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan les activités de Foxtrot International, la filiale du groupe.
Pour cette entreprise qui intervient dans le domaine du gaz en Côte d'Ivoire, il est prévu de 2012 à 2014 $1 million US d'investissement. Ces activités vont être renforcées en Côte d'Ivoire avec l'arrivée des plateformes. Il y a 1 an de chantier à peu près jusqu'au mois de mai. Après, on commencera les forages avec des nouveaux puits. On espère bien, on va sortir du pétrole et du gaz en plus sur un nouveau champ en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a parlé des projets d'infrastructure, bien sûr du pont, qui devrait être livré pour la fin de l'année. Je pense que ça sera un événement important pour Abidjan. Ça va permettre à Abidjan un peu de respirer un petit peu. Accompagné de ses principaux collaborateurs, Jean Kakou Diagou, le président du groupe NCA, a fait au Premier ministre le point de l'expansion du groupe et du développement de ses activités en Côte d'Ivoire et ailleurs. Jean Kakou Diagou est le président sortant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le président de la République a récemment émis le souhait de le voir remplir à la tête de la CGEC. Réaction de l'intéressé. Je n'ai pas de réponse à donner. Le président a parlé. Le conseil d'administration de la CGCI et l'Assemblée générale auront lieu le vendredi. On saura. Noël Touré est le président du conseil d'administration du Palais de la Culture. Artiste, il avait à cœur d'exposer au Premier ministre des préoccupations des acteurs de ce secteur. Il y en a qui ont été satisfaits. Les actes posés par le chef de l'État, notamment les salaires, la prise en compte, la prise en charge des artistes qui sont souffrants, qui sont malades. Et puis le combat qu'il mène, c'est un combat pour sortir les artistes de la précarité. Et je crois honnêtement qu'il n'y a pas meilleure oreille que celui même qui est la cheville ouvrière de ce gouvernement pour entendre les félicitations. À présent, direction Paris en France pour parler tourisme. Nos reporters Patricia Omoetia et Serge Coléa nous parlent d'une rencontre CEPICI, investisseurs français. La 36e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris est une occasion pour le directeur général du CEPICI de présenter la Côte d'Ivoire, ses potentialités et ses opportunités d'affaires. À la presse et aux investisseurs français, Essis Esmaël Emmanuel a souligné l'environnement des affaires attractif et compétitif en Côte d'Ivoire, avec notamment un volume d'investissement en nette progression en 2013 de 506 milliards de francs CFA par rapport à 2013, estimé à 219 milliards de francs CFA. Notre objectif, c'est certainement d'avoir le même objectif que celui de doubler la capacité de l'attraction par le tourisme, mais surtout, je disais tout à l'heure que l'hôtellerie, le tourisme n'est qu'un service transversal qui vient appuyer l'investissement. Pour le ministre du Tourisme, le CEPICI constitue l'instrument privilégié pour la promotion du produit Côte d'Ivoire. Et qui, mieux que le CEPICI, peut parler aux investisseurs. Donc on a demandé au CEPICI de nous accompagner cette année pour pouvoir rencontrer les investisseurs potentiels à l'occasion de ce Top Reza. L'édition 2014 du Top Reza enregistre la participation de plusieurs acteurs mondiaux du secteur du tourisme. Ouverture donc aujourd'hui à Paris au parc des expositions de la Porte de Versailles de la 36e édition du Salon des professionnels du tourisme Top Reza. Un rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme qui compte cette année 348 exposants dans la Côte d'Ivoire et devrait accueillir quelques 30 000 visiteurs. Notre envoyé spécial Patricia Omo nous dit que la délégation ivoirienne composée de plusieurs professionnels du secteur s'attelle à vendre la destination ivoire. Son reportage est encore commenté par Serge Coléa. Lieu d'évasion et de rêve, le Top Reza embarque ses visiteurs dans un voyage en France, une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Animation, conférences, gastronomie, ce salon confirme bien sa position parmi les plus grands événements du tourisme en France. De quoi se réjouir de la pérennité d'un tel événement. Pour l'édition 2014, la Côte d'Ivoire s'invite au parc d'exposition Porte de Versailles. La Côte d'Ivoire est donc présente pour plonger les visiteurs dans un monde de légendes et de traditions culturelles. Le chef de la délégation, le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et le directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, ont su, par l'hospitalité légendaire qui caractérise les Ivoiriens, partager joie et sympathie avec certains pays présents à ce salon à travers des visites. Entre autres, le Bénin, le Sénégal et la Mauritanie ont apprécié la visite de Roger Kakou sur leur stand.
Échanges, rencontres sont les moments clés qui ont marqué l'ouverture de la 36e édition du Top Parisa, le salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris. Depuis le mois de juin dernier, l'État entreprend de grands travaux d'assainissement sur la baie de Cocody pour lui donner un bien meilleur visage, assurer un écoulement harmonieux des eaux de ruissellement en saison pluvieuse, éviter l'inondation du carrefour de l'Indénié, stabiliser les berges. Ce sont là les résultats attendus par le gouvernement à la fin des travaux. Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, s'est rendu ce matin sur la baie de Cocody pour constater l'état d'avancement de ces travaux. Sidonie Davila, Roger Appé. Nous sommes sur le site du bassin du Gourou au carrefour de l'Indénié, appelé communément la baie de Cocody. Depuis juin dernier, des travaux sont en cours pour l'assainissement de la baie. Ils sont destinés à faciliter l'écoulement harmonieux des eaux de ruissellement, à éviter l'inondation du carrefour de l'Indénié et stabiliser les berges. Pour le réussir, l'ouverture d'un canal est prévue. Nous avons ici à faire un canal qui fait 110 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur au minimum, sur une longueur totale de 525 mètres. Les travaux se passent normalement. L'une des difficultés peut-être, c'est la boue. Il y a des crocodiles qui sont dans la berge, mais nous avons pris contact avec la direction de la faune qui quand même nous donne des conseils. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, venu constater l'état d'avancement des travaux, exprime sa satisfaction. Nous repartons satisfaits parce que nous notons que les travaux importants sont en cours. Les techniciens nous ont fait état de ce que l'objectif, c'est l'ouverture d'un chénal. C'est un site qui préoccupe tous les Ivoiriens et véritablement, ce sont des vrais travaux lourds qui sont en train de se faire sur ce site. L'objectif, c'est de déplacer toute cette masse de terre pour faire en sorte que tout soit ouvert, pour que l'eau puisse être drainée naturellement. Coût des travaux, plus de 6 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Connu pour ses inondations fréquentes pendant la saison des pluies, le carrefour de l'Indénié ou le bassin des Gourous connaîtra un véritable changement en décembre prochain, date de livraison des travaux. Le massif forestier ivoirien est passé de plus de 16 millions à l'indépendance de la Côte d'Ivoire à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Une déforestation due à plusieurs facteurs, dont la coupe et la commercialisation illégale du bois, sans occulter l'occupation illicite des forêts classées, parcs et réserves. L'ONG SOS Forêt se lance au secours de la forêt ivoirienne. Elle a décidé d'informer et former des journalistes qui vont à leur tour sensibiliser les populations sur ce sujet d'intérêt national. Fatou Fofana. Une dizaine de journalistes informés sur le processus de l'application des règlements forestiers, de la gouvernance et des échanges commerciaux. L'ONG SOS Forêt les a instruits sur l'utilité de la forêt et surtout de la commercialisation du bois dans la légalité selon les critères de l'Union européenne. Il y a des processus en cours en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de parties prenantes qui participent. Nous travaillons, mais le grand public n'est pas informé. Donc l'atelier est destiné à donner l'information aux organes de presse. Il faut que les gens sachent que veut dire le FLECT, quelles sont les missions. La mission de ces hommes et femmes de médias après la formation, assurer le partage régulier des informations avec les communautés, leur faire comprendre les textes qui régissent l'exploitation du bois et le rôle du bois dans le dispositif environnemental. D'abord, c'est de renforcer les capacités des différents acteurs des médias que nous sommes afin de pouvoir diffuser l'information sur l'APV-FLEC au niveau de nos différentes communautés et au niveau de nos différents auditeurs. L'ONG SOS Forêt a déjà mené de nombreuses actions pour la sauvegarde du couvert forestier, notamment l'évaluation de l'impact de tous les projets de développement sur les forêts et leurs ressources, la sensibilisation du monde rural, des décideurs sur l'urgence de la conservation des forêts et l'ensemble de leurs ressources en Côte d'Ivoire. Le jubilé d'argent de la culture de la paix en Afrique a pris fin hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Des recommandations ont sanctionné les 48 heures de travaux. La rencontre a également accouché d'un engagement fort, celui de la mise en réseau des institutions africaines de recherche et de promotion de la paix. Un engagement qui vise évidemment le renforcement de la culture de la paix en Afrique. Léon Brou depuis Yamoussoukro.
2 jours de réflexion et d'échange sur les 25 ans de la culture de la paix et les participants au jubilé d'argent de cette notion venus de cette zone de l'Afrique peuvent noter des avancées, notamment en Côte d'Ivoire. Ces rencontres devaient vraiment permettre d'être plus vigilants, toujours vigilants dans tout ce que nous faisons comme action au niveau politique, économique, social et même religieux. Nous avons fait des recherches sur la culture de la paix et nous avons mis un accent particulier sur l'éducation à la culture de la paix. Toutefois, les participants sont unanimes. Les guerres, crises, conflits et menaces terroristes imposent le renforcement du combat pour la paix. Ils proposent dans une déclaration dite Yamoussoukro plus 25 plusieurs actions à la fois aux citoyens, ONG et États, dont l'intégration de la culture de la paix dans les systèmes d'éducation et de formation. Le signal est donné par la mise en place d'un réseau de fondations, centres et instituts de recherche et de promotion pour la paix. Les grandes idées ont été dégagées. Il y a des programmes de recherche qui seront faits sur la paix. Il y a des actions, des activités qui seront menées dans le domaine économique pour l'entrepreneuriat des jeunes, dans le domaine de l'art, pour que l'art puisse servir la paix, dans le domaine du sport, etc. Et nous allons mettre tout cela dans un plan d'action sur 2 ans pour avoir des résultats dans le court terme. Si la Côte d'Ivoire accueille le siège et le secrétariat permanent de ce réseau, l'Angola en assure la présidence. C'est une initiative de l'Union africaine appuyée par l'UNESCO dont l'avènement ne peut laisser rêver les assoiffés de paix quant à la fin des violences en Afrique et dans le monde. Parmi eux, le ministre Niamien Kounan, représentant sa collègue de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Les secrétaires généraux de section du PDCI-RDA et le secrétaire exécutif du parti ont eu une rencontre aujourd'hui au siège du PDCI. Ils ont parlé de l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP. Un appel lancé, souvenez-vous, par Henri Konan Bédié. Ils ont également fait des propositions pour que cet appel soit massivement suivi par les militants du PDCI-RDA. Maïsako. À la suite de l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, lancé le 17 septembre dernier à Daokro par le président Henri Konan Bédié, le secrétariat exécutif du PDCI-RDA a échangé ce mercredi avec les secrétaires généraux de section du district d'Abidjan. Il s'est agi pour cette instance de donner l'opportunité aux secrétaires généraux de section de se prononcer sur l'appel du président Henri Konan Bédié, mais surtout de faire des propositions pour que cet appel du président du RHDP soit suivi et respecté par l'ensemble des militants. Nos militants, le chef a parlé, ils ont besoin tout simplement d'être rassurés que le RHDP sera une réalité sur le terrain. Nous saluons la clairvoyance politique du président Henri Konan Bédié. Et nous soutenons sans réserve l'appel qu'il a lancé à Daokro. Du sommet à la base jusqu'au balayeur de rue, il faut que le RHDP existe. Nous serons formés par notre responsable au niveau national et nous allons nous déverser à la base pour essayer d'informer les femmes, pour leur demander de soutenir le président Bédié. Le secrétariat exécutif du PDCI-RDA a dit avoir pris acte des différentes propositions faites par les secrétaires généraux de section. Quand un train roule, tout le monde ne monte pas à la même gare. Au fur et à mesure que les uns et les autres vont faire l'analyse objective de ce qui a été dit, au fur et à mesure, nous pensons que les choses vont se calmer. Et tout le monde montera dans ce train. Selon Mme Colette Koné, le PDCI-RDA et le RHDP vont parler d'une même voix au cours des 5 prochaines années, car, a-t-elle dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Toujours en politique, la cérémonie de lancement du 3e congrès ordinaire des femmes du Rassemblement des Républicains a eu lieu aujourd'hui au siège du RDR à la rue Le Pic de Cocody. Les assises se tiendront les 18 et 19 octobre prochains au Palais des Congrès de Treichville autour du thème « Élection 2015, femmes unies et mobilisées pour Alassane Ouattara ». Le lancement des activités du Congrès des femmes républicaines marque l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature de toutes les femmes désireuses de briguer des postes, notamment celui de la présidence des femmes du RDR.
Sport, football, pour terminer. La Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique de Maracana qui s'est tenue à Niamey au Niger et les champions viennent de regagner Abidjan. Sachez que le pays s'est classé vice-champion en catégorie vétéran et champion en catégorie senior. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, mardi 23 septembre. L'avion transportant les éléphants maracaniers en provenance du Niger vient de fouler le sol ivoirien. À son bord, les dirigeants du Maracana ivoirien, les vice-champions vétérans et les champions seniors de la Coupe d'Afrique des Nations, Niamey 2014. À tour de rôle, ils recevront dans le pavillon ministériel la Kouaba traditionnelle avant d'être consacrés champions par l'offrande symbolique d'une gerbe de fleurs. Mission accomplie selon le chef de la délégation ivoirienne à Niamey. Je dis merci au gouvernement ivoirien, à son président, parce que ce n'était pas simple quand on partait. Et je suis convaincu que suite justement aux démarches qui ont été entreprises à notre absence, très bientôt, la Côte d'Ivoire reconnaissante saura nous valoir ce qu'il faut. À leur sortie du pavillon ministériel, partenaires et supporters sont venus dire merci aux champions et témoigner leur affection au Maracana ivoirien. Cap est ensuite mis sur Yopougon. Au complexe sportif, le Trocapeur Stadium a revêtu ses plus beaux habits. Hommage mérité pour les Maracaniers ivoiriens qui espèrent présenter la coupe aux autorités dans les prochains jours. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de votre fidélité à notre antenne. À demain, 23h sur RTI.